suis pas un pionnier du tout, mais c'est sûr que en fait j'ai pris un chemin qui copie le vivant et en fait de ce que veut faire la nature. Donc une présentation assez succincte de l'exploitation, ça c'est pas très important, mais c'est juste pour vous situer un petit peu ma situation agronomique et je vais vous parler finalement de mon expérience et de la manière dont j'ai adapté des techniques qu'on appelle aujourd'hui agroécologiques, mais en fait qui sont plutôt du bon sens paysan à la base. Donc en fait, je suis issu d'un enseignement agricole où on m'a expliqué comment on faisait pour lutter contre des maladies, lutter contre des insectes, contre de l'herbe, voilà. Donc c'est l'enseignement agricole aujourd'hui, c'est celui que j'ai reçu. Et en fait, je suis quelqu'un de curieux et je réfléchis tout le temps à savoir la manière dont je me retrouve dans telle situation. Et en fait, tous les problèmes que j'avais à gérer, ou du moins la plupart, j'en étais à l'origine. Donc en fait, quand on parle de résistance aux herbicides, c'est ma faute, j'avais qu'à pas les utiliser. Compaction des sols, baisse des rendements, augmentation de mon coût de production. En fait, je suis à l'origine, par mes pratiques, ou celles que l'on m'a enseignées, des difficultés que j'ai à gérer. Alors à un moment donné, faut faire le point quand même, et on essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans notre raisonnement. Et en fait, la fonction reset ne marche pas sur nous. C'est assez compliqué, mais ça serait le plus simple. Ou du moins, que l'on ait des cursus qui intègrent davantage ce monde du vivant, en fait, celui dont nous sommes nés, puisque nous sommes construits, nous sommes des éléments de cette biodiversité. Et en fait, on ne va pas épiloguer sur la philosophie, mais c'est très important déjà de se considérer comme étant un acteur et un membre de cette biodiversité. Et de ne pas considérer la vigne comme une plante, un support, un outil ou de quoi gagner de l'argent. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, dans le chemin que j'ai parcouru, je me suis inspiré donc de la nature et de quelques lois essentielles. La loi de la pesanteur, en fait, tout ce qui est magnétisme et attraction et échange d'électrons et des choses comme ça, c'est des choses qui m'ont toujours intéressé. Et en fait, c'est tout simplement un moyen très simple de comprendre comment les plantes poussent et comment nous vivons, comment nos cellules fonctionnent. Et en fait, toutes ces fonctions-là sont liées à des lois électromagnétiques et également sont la genèse de ce monde vivant. L'homéostasie, j'aurais aimé qu'on parle beaucoup plus de ça ces derniers temps, mais vous la connaissez sans doute, tout système vivant, les cellules humaines, en l'absence de perturbation, revient à l'état d'équilibre. Et au travers d'une série de processus que l'on appelle les processus régulateurs. En fait, c'est notre capacité de résilience, la manière dont on va s'adapter à des agressions extérieures. Et en fait, c'est de cette loi-là dont je vais essayer le plus possible de m'inspirer et de faire confiance au vivant, au système, pour se réparer tout seul. Et donc, je ne souhaite plus lutter, vous avez compris. Autre loi, toute fonction à laquelle on supplée s'atrophie. Quand on utilise des engrais ou des choses comme ça, on comprend que la fertilité naturelle que l'on cherche à faire revenir sur nos sols prend tout son sens. C'est que la manière dont j'interviens là aussi sur mes parcelles, par des produits ou des choses comme ça, finalement, est-ce que ça ne génère pas des soucis que je vais avoir à gérer tout à l'heure? Donc en fait, là je passe vite fait, mais je vous explique mon cheminement.
c'était de comprendre, savoir finalement qu'est-ce qui était à l'origine de quoi. Est-ce que en travaillant sur mon sol, je vais avoir de belles plantes, ou est-ce que je vais avoir, pour avoir un bon sol, il me faut de belles plantes. Et en fait, tout ce chemin de la biologie, en fait, c'est et l'un et l'autre. Et donc c'est aussi vrai de dire qu'il faut, un bon sol pour avoir de belles plantes, que pour avoir un bon sol, il faut de belles plantes. Il faut nourrir ce sol, parce que ce sol se nourrit finalement une biologie, et cette biologie, elle se nourrit de sucre. Le sucre, c'est la photosynthèse. Ce sont les exudats racinaires qui proviennent de la photosynthèse, donc ce sont des plantes. Et donc il y a toute cette biologie-là qui se met en route. Et donc c'est cette manière-là que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai essayé de construire mon raisonnement. Donc là, je passe vite là-dessus, juste pour expliquer la manière dont se construit un sol, l'équilibre biologique qui se met en place au départ, lorsque l'on part d'un caillou. C'est peut-être une ou deux bactéries qui vont commencer à fabriquer quelques supports sur lesquels vont arriver 2-3 champignons, et puis finalement vont créer des milieux où les espèces, d'abord ça va être peut-être de lichen, et puis après de la mousse, et puis après quelques graminées. Vous avez compris jusqu'où on arrive à une forêt. Et là aussi, pour attirer votre attention, de quelle manière on peut aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que notre héritage, ce sont des sols de forêt, ce sont des sols fertiles, ce sont des sols que l'on a malheureusement, par nos pratiques agricoles, que l'on est en train ou que l'on a déjà détruits. Et donc finalement, nous affaiblissons notre patrimoine biologique, et l'issue de ça, c'est la reconstruction du désert. Je ne veux pas être alarmiste, tout ça, mais en fait, ce sont des choses qui sont établies aujourd'hui. Le changement climatique ne va pas nous y aider, et donc c'est quelque chose qui est pour moi important dans mon raisonnement, d'intégrer, et donc d'être dans cette logique de couverture de sol, de nourrir une vie biologique, pour essayer bien de faire pousser des cultures avec cette substance-là. Donc là déjà on change notre raisonnement. Les premiers effets de ce changement de philosophie, c'est est-ce que j'ai des adventices ou est-ce que j'ai des plantes de service. Et donc lorsque j'installe un couvert végétal, je le fais en semi-direct, et je me sers déjà de ce qui est en place concrètement, et j'observe en fait qu'est-ce que me disent les plantes et de quoi souffre mon sol, et qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, quelle fonction telle plante ou telle plante cherche à installer. Et donc là finalement mon couvert végétal, qui peut être composé de plusieurs espèces, va se mélanger à des adventices. Là vous avez à gauche une ravenelle et à droite des moutardes. Donc ce sont des plantes tout à fait autochtones, mais qui pour le coup, mises en concurrence, se mettent donc par ce jeu de concurrence, à chercher la lumière, et donc à produire de la biomasse, et donc finalement ça devient de fait des plantes de service. Donc en fait, là aussi, autre adventice autre plante, qui peut être considérée comme une adventice dans les vignes, c'est la luzerne d'Arabie, Medicago arabica. C'est Lucien Segui qui m'avait interpellé sur le rôle qui pourrait être intéressant de cette plante. Finalement, ma logique était de prendre l'alternative ou le contre-pied du glyphosate. Le glyphosate, il est utilisé encore sur l'exploitation, mais vous avez compris qu'il n'en a plus pour longtemps, et j'ai pas attendu une décision gouvernementale pour changer ça. Ça ne va pas dans le sens en fait de la biologie. Donc, y a-t-il des plantes qui vont répondre à cette fonction-là, c'est-à-dire de limiter la concurrence de cette plante-là pendant le cycle végétatif de la plante, mais qui aura un cycle hiver. Et donc la luzerne d'Arabie, elle a ce fonctionnement-là. Elle va apparaître dans le vignoble au mois d'octobre. Elle n'est pas semée. Là, je précise qu'elle n'est pas semée. Là, en fait, c'est juste que je l'ai laissée s'exprimer dans son milieu naturel. Donc, en fait, je n'ai pas cherché à la contrôler, ni mécaniquement,
ni chimiquement. Donc je ne pensais pas que ça donnerait ce résultat-là, ou je pensais que ça ferait quelques taches par-ci par-là, mais en fait la plante est arrivée et a colonisé tout le rang. Et ça c'est quelques mois après, ça au mois de juin, finalement tout ce paillage-là a séché, sans usage de désherbant. Et donc j'ai trouvé ça intéressant d'explorer cette voie-là. Et donc je l'ai fait avec d'autres plantes, du coup, puisque je n'ai pas cette luzerne d'Arabie qui est présente naturellement, je ne l'ai pas partout, donc j'ai cherché des graines de plantes qui avaient cette fonction-là, donc des légumineuses fourragères à cycle alternatif. Et donc là, ça a été des trèfles souterrains. Stratégie donc zéro herbicide. Et ce qui m'a impressionné, en fait, c'est de voir à quelle vitesse la vie revient dans un enherbement comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place. Je pourrais vous dire que ça fonctionne partout, c'est pas vrai. On joue avec du vivant, donc il y a des situations où vous allez les semer à l'automne et finalement, pour des raisons climatiques, elles vont plutôt pousser au printemps. Et là, vous allez avoir le phénomène inverse, c'est-à-dire que vous allez avoir une plante qui va avoir un cycle plutôt été et qui va sécher au mois de septembre, et finalement vous l'avez en concurrence avec la vigne, en concurrence sur le plan hydrique, je dis bien. Donc là, ça c'est donc la suite. Ça fait 6 ans maintenant que les vignes des parcelles sont conduites comme ça. Et donc de cette photo que vous avez vue tout à l'heure, là je l'ai prise avant de venir. C'est comme ça aujourd'hui. Donc on devine quasiment plus les souches. Mais là, ça y est, elle va commencer à se tasser très rapidement parce qu'elle arrive à floraison. Et donc dans 3 semaines, elle va commencer à se tasser pour finir de sécher. C'est très suivi ça, puisque là encore une fois, on joue avec le vivant, on parle de concurrence hydrique et tout ça, mais de transfert d'éléments minéraux. Et donc en fait, quand on parle de concurrence, il faut savoir si finalement c'est l'eau, le facteur limitant de l'enherbement que l'on a sous le rang, ou est-ce que c'est autre chose. Donc moi aujourd'hui, je mesure avec des jus de sève qu'est-ce qui manque dans ma plante par rapport à des témoins qui sont désherbés ou qui sont travaillés ou des choses comme ça, pour voir finalement. Il y a énormément de choses à dire là-dessus, mais ça serait un sujet beaucoup plus technique et plus long à développer. J'ai fait la même chose en fait avec le régras. Aujourd'hui, par l'usage de désherbants, on a des régrats qui sont résistants. Donc chez nous, c'est devenu. Vous pouvez mettre 10 litres de glyphosate, c'est interdit, mais bon, je caricature. Vous n'y ferez rien. Le glyphosate, il va changer de toutes les couleurs, mais il finira son cycle. Il finira son cycle tôt ou tard. Vous n'allez faire que le retarder. Et donc le fait de le retarder, vous allez prolonger cette situation de concurrence un peu plus tard dans le temps. Donc moi j'ai pris l'option de, si je suis dans une parcelle qui a cette problématique de régras, je vais le laisser monter à graines le plus vite possible. Et donc finalement il va sécher, et au mois de juin c'est pareil, j'ai mes régras qui ont séché et qui ne sont plus concurrents. Une autre espèce qui est présente chez nous, c'est la vulpie. Et donc celle-là, elle est fabuleuse parce que finalement, elle est très allélopathique, elle est assez peu concurrentielle. Par contre, elle est pionnière, elle contrôle les autres. Et donc finalement, là, vous n'avez aucune intervention. Et ça, en fait, c'est pareil. C'est pas partout qu'il y a ça. On pourrait s'amuser à les semer, mais c'est pas. Je me suis pas encore penché sur ces sujets-là. Alors ça, c'est un exemple. Alors, je vous ai mis un petit pêle-mêle de photos pour amener des sujets. Le sujet, en fait, quand on parle de couverts végétaux, que l'on parle de ration du sol et que l'on cherche à accroître la fertilité, il ne faut pas la confondre avec la fertilisation. Donc moi, aujourd'hui, mon raisonnement de fertilisation, il est qu'il y ait une part pour le couvert, qui va réorganiser les éléments minéraux s'ils sont là apportés à un minéral, mais aujourd'hui ça fait 4-5 ans que maintenant ce n'est que de l'organique, pour derrière que la restitution se fasse et que l'on amorce cette pompe à fertilité. Je vous place là aussi dans mon contexte. Mon objectif de production, il dépasse les 100 hecto-hectares, 120, donc j'ai besoin en fait que les plantes soient vigoureuse, et lorsqu'on l'installe, lorsqu'on parle de concurrence, en fait, je suis encore plus sujet à la concurrence, puisque je suis très exigeant sur le plan agronomique avec mes plantes. Donc voilà.
Donc, on parlait des fleurs ce matin dans les vignes, j'en mets partout. J'en mets partout et parce que je cherche à améliorer, effectivement, on parle de biodiversité, je cherche à diversifier donc la composition de mon couvert pour que chaque plante qui est présente sur cette parcelle-là apporte sa fonction et nourrisse un pan de la biologie. Et parce qu'on sait qu'aujourd'hui que des exudats racinaires d'une févrole sont différents de ceux d'une avoine, ou de ceux d'un seigle, ou de ceux d'une vesse. Et donc, à chaque fois, leurs caractéristiques font que ça nourrit une biologie différente. Et donc, cette diversité, sur des couverts de monoespèces, en fait, on le perd un peu. Et c'est dommage. Et malheureusement, c'est quelque chose que je vois trop souvent. Et je sais pas une critique, mais c'est que je pense qu'il faut aller plus loin dans la démarche. C'est que lorsque l'on installe un couvert végétal, on n'est pas plus habile que ce que fait la nature, à qui elle ne sème jamais une seule espèce dans son sol. Donc il faut essayer de copier ce système-là et cette résilience-là. Et donc, je reparle des fleurs, là, c'est là aussi des photos que j'ai prises avant de partir. Je suis sur quelque chose de très fleuri, avec énormément d'abeilles et de pollinisateurs. Et donc, si on se pose la question de comment on préserve finalement cette biodiversité, eh bien, on joue en fait avec la nature. Et puisque j'ai le respect de cette biodiversité-là et des espèces qui vivent dedans, je vais adapter mes pratiques culturelles au respect de ces individus-là. Donc finalement, je ne travaille jamais des parcelles comme ça le jour, je travaille la nuit. Et je décale les semis d'espèces florales pour que, une fois que mes plantes sont arrivées en fin de floraison, il y ait des bordures, comme ici, qui prennent le relais et mes pollinisateurs vont aller sur les bordures. En fait, je vais les éloigner de mes parcelles. Donc, les arrêter, les machins, tout ça, et c'est pas que j'en ai rien à faire, c'est que on est un peu plus évolué que ça, que d'être dirigé par des arrêtés. Donc on va plus loin, on va mettre des arbres, donc ça je pense que c'est un sujet qui va être très évoqué pendant ces 2 jours, parce qu'effectivement on a besoin que les chauves-souris entrent dans nos parcelles, et le fait qu'il n'y ait pas d'arbres ou de choses comme ça font qu'elles ne s'éloignent pas au centre elles ne vont pas à l'intérieur des parcelles, et donc j'avais besoin de recréer des écrans. Et donc d'être là aussi cohérent. Donc là, il y a tout un tas d'espèces qui sont plantées, des espèces plutôt fruitières, mais aussi des arbres, pour qu'il y ait un petit peu de tout. Chez moi, c'est assez bocageux. Il y a des haies naturelles, il y a des répicilves, il y a tout un tas de choses, mais en fait, il y a malgré tout 40 ou 50 ans d'agriculture qui sont passés par là, et il y a eu du dégât quand même. Donc moi aujourd'hui, je cherche constamment je plante des arbres tous les ans, je redélimite des parcelles avec des bordures d'arbres pour qu'il y ait la fonction de l'arbre, pour que ça soit pas juste une fonction de faire de l'ombre ou gêner mes cultures, mais en fait l'arbre c'est tellement de choses. Et j'imagine que ça va être évoqué, mais la notion de perchoir, pour moi, elle est importante aussi. Pas juste parce que ça fait venir des rapaces qui vont manger quelques mulots qui pourraient être gênants dans certaines cultures, mais c'est aussi un perchoir qui va abriter un migrateur, qui va amener une biologie d'ailleurs. Et moi, je cherche à améliorer cette fécondité, et c'est Hervé qui va faire une présentation demain qui m'a beaucoup sensibilisé là-dessus. Et ce sont des témoignages qui sont très, très importants. Et surtout très efficaces. Donc ça, c'est la haie aujourd'hui. Ça, voilà, j'ai pris les... Donc ça, c'est en train de pousser, ça va vite, et c'est tant mieux. Bon. Donc je suis polyculteur, éleveur et tout ça. Et donc en fait, quand on a une approche de biodiversité, on s'éloigne naturellement
de la monoculture. La vigne, malgré tout, reste une monoculture. Et cette monoculture m'a rapidement posé de problèmes quand j'ai vu la valeur fourragère des espèces qui étaient présentes dans ma vigne, parce qu'il y avait des légumineuses fourragères, il y avait des céréales, il y avait des graminées, il y avait tout un tas de choses qui sont finalement des repas pour des ruminants. Et donc je pratique le vitivipastoralisme. En fait, là, à gauche, c'est juste une expérience que j'avais menée sur une parcelle qui était agronomiquement en détresse, où là j'ai apporté une ration de carbone pour voir les effets, pour mesurer un petit peu à quelle vitesse j'allais pouvoir progresser en termes de fertilité, et ça a été un élément, enfin un test assez concluant. Voilà. Donc, l'autre importance de faire pâturer des parcelles, c'est que vous avez des mélanges de... Donc ça, c'est ma Medicago arabica qui cherche à s'installer et qui est en compétition avec un régras. Et le régras, il est pour le coup assez dominant, là, à cette époque-là. Et il s'avère que les tanins de la Medicago arabica sont pas très appétants pour les moutons, donc eux, ils vont manger que les graminées. Le résultat après, c'est qu'il n'y a plus de graminées et que ma Medicago arabica va s'installer et va finalement couvrir mon sol, et je n'ai plus besoin de travailler le sol. Puisque ça, en fait, on ne parle plus de concurrence, c'est que ça va sécher au mois de fin mai, et donc j'ai une couverture, j'ai une litière sur mon sol qui va protéger des UV, et donc je n'ai plus l'usage de l'outil. Voilà. Et ça c'était une logique que j'ai cherché à installer. J'aimerais que ça soit partout comme ça, mais là j'avance au pas de la nature. Et donc c'est important de respecter ça aussi. Et pour l'heure, il n'y a pas tout qui est en place comme ça, mais ça progresse. Un autre élément que je voulais évoquer, c'est cette fertilité humaine. C'est grâce à des gens comme ça que j'ai pu acquérir des connaissances et progresser finalement, puisque j'avais été, on va dire, déformaté de ce monde du vivant par mon enseignement agricole, et aujourd'hui j'ai grandi auprès de gens comme ça, et finalement auprès de gens comme vous, parce que lorsqu'on est réunis dans une séance comme ça, on a énormément de moments d'échange et de partage d'expériences, et finalement ça me contribue aussi à progresser. Voilà, j'ai fait une présentation assez succincte pour faire gagner du temps.